Mes amis, ce soir, je vais vous parler de croissance économique. Euh, non pas comme les hommes politiques en parlent, puisque manifestement, ils n'y comprennent rien, mais comme les scientifiques en parlent, et je vais me référer à un économiste qui a le prix Nobel pour sa théorie de la croissance, et qui est la base de tous les cours de théorie de la croissance dans le monde, ou du moins dans les universités les plus sérieuses, je veux dire Harvard, MIT, et tant d'autres. Comme on le fait en macrodynamique. Alors je vais rester clair, mais il faut être un peu rigoureux. Et je vais vous montrer que les théoriciens de la croissance procèdent comme des chimistes. En fait, on a une formule. Alors c'est pas une formule magique. Vous savez, à l'époque, avant l'ère scientifique, on qualifiait de sorcières les femmes qu'on voulait persécuter pour des raisons diverses. En fait, elles avaient une intelligence au-dessus de la moyenne. Léonard de Vinci lui-même était pris pour un sorcier, Archimède ou Pythagore pour des magiciens. Non, ils avaient la lumière de la science. Alors, on a une formule que vous voyez là, qui s'appelle la fonction de production. C'est véritablement une formule chimique. Alors, le chimiste, en effet, grâce à des formules, il combine des ingrédients pour obtenir un matériau. Et bien, nous, on fait la même chose, la fonction de production. Vous voyez, elle combine ce qu'on appelle des facteurs de production, le capital, le travail, la connaissance, et ça génère l'activité économique que l'on mesure à travers le produit intérieur brut, le PIB. Autrement dit, ça c'est notre véritable ADN, c'est notre formule chimique. Alors ce qui est important dans une formule chimique, c'est qu'il y a des ingrédients, mais il y a la façon dont on combine les ingrédients, puisque par exemple la réglementation impose à Coca-Cola de publier les ingrédients. Mais évidemment, on peut connaître les ingrédients et pour autant on ne parvient pas à refaire du Coca-Cola si on n'a pas la formule. C'est-à-dire, la formule, c'est la fonction de production pour nous en macroéconomie, car elle nous dit comment on combine les ingrédients. Et c'est tout à fait essentiel. Je vais faire un parallèle avec l'ADN. Vous voyez, les chercheurs disent, et c'est la vérité, que l'ADN humain et l'ADN du primate, du singe, sont à 99%, Nash je parle, sont à 99% identiques. Et finalement, ce qui fait de nous des êtres humains, dotés de conscience et d'une pensée, c'est le 1% de différence avec l'ADN du singe. Alors vous voyez, si à cause d'un accident ou d'une mauvaise reproduction du gène, il nous manque le fameux 1%, on est un primate. On est handicapé mental. Voilà. Et bien là, s'il nous manque un des ingrédients, il n'y a pas de croissance économique. Alors, c'est donc intéressant de s'intéresser, c'est donc intéressant de regarder ce qu'il y a dans ma formule. Eh bien, à chaque facteur de production correspond un agent économique. Le capital, eh bien, il est apporté par, dans l'économie moderne, ou le système bancaire, ou les marchés financiers. Donc, sans la banque, sans la finance, il n'y a pas de capital, donc il n'y a pas de croissance. Je vous rappelle que le président Hollande a fait sa campagne pour être élu président de la République en disant « Mon principal ennemi, c'est la finance. Sans finance, pas de croissance. » Du coup, on n'a pas de croissance. Hélas, l'actualité nous montre que notre principal ennemi, c'est ceux qui ont des kalachnikovs. Bon, bref. Alors ensuite, il faut de la population active. Elle, c'est la population active. Évidemment, si on n'a pas des travailleurs formés, qui ont envie de travailler, compétents, les machines ne peuvent pas tourner tout seules. Donc il faut combiner du capital et du travail. Et sortir de ce langage marxiste qui oppose toujours le capital au travail. Et enfin, il faut des connaissances. Alors, ici, ce sont les travailleurs qui apportent leurs compétences. Ça peut être une compétence physique, la force physique, mais c'est de plus en plus des ressources humaines, donc du travail qualifié, d'où l'importance d'une bonne formation professionnelle ou supérieure. Et enfin, il faut des connaissances. Les connaissances, évidemment, elles ne tombent pas du ciel. Il faut donc des chercheurs, des laboratoires, des universités, mais autant que possible, qui produisent des idées applicables dans l'activité économique, donc pas déconnectées de la réalité du terrain de l'entreprise. Voilà. Alors, a priori, vous voyez, quand on analyse les ingrédients de ma formule chimique, on est surpris de constater, et les hommes politiques ne le comprennent toujours pas, tiens, en France, on a du capital. Après tout, effectivement, les Français sont de bons épargnants. On est plutôt fourmis, on a un fort taux d'épargne. Mais hélas, cette épargne, elle est placée à l'étranger. Mais on a aussi des travailleurs. La preuve, il y a du chômage, donc il y a un excédent de travail. Pourquoi ces travailleurs ne sont pas mis en activité chez nous?
et pourquoi les talents s'en vont. Et puis enfin, la France n'a pas de pétrole, mais on est toujours fier de dire qu'on a des idées. Et en effet, on n'est pas les derniers pour produire des connaissances, mais elles ne vont pas dans notre économie. Et les brevets partent ailleurs. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai énoncé les ingrédients de l'activité économique, du PIB. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il manque un agent essentiel, c'est la combinaison de tout ça. Tout ça ne va pas se mettre en marche tout seul. Or, dans l'économie de marché, qu'est-ce que représente F? Qui combine tous ces facteurs? Et ça va vous étonner. Quand je demande à mes étudiants qui combine les facteurs de production, en chœur, ils me répondent l'État. C'est dramatique. Non, dans le communisme, oui, c'est l'État qui organise tout. Moralité, ça a fait faillite. Dans une économie de marché, je vous pose la question, mes amis, qui combine les facteurs de production? C'est l'entrepreneur. Donc, sans entrepreneur, on peut avoir une abondance de capitaux, de finances, on peut avoir des travailleurs très qualifiés qui veulent travailler, on peut avoir beaucoup de connaissances, et tout ça reste en friche. Donc, vous voyez, il est essentiel de disposer de ce fameux 1%, mais qui fait que notre ADN du primate devient un ADN d'un être humain. Donc, s'il nous manque les entrepreneurs, on n'a pas de croissance économique. Et c'est bien ce qui se passe en France, car il n'est pas étonnant de constater que nos entrepreneurs s'expatrient, s'en vont. Personne ne veut créer d'entreprise en France. Tout le monde cherche du travail, on veut tous être salariés. Tout le monde critique les patrons. Mais qui veut entreprendre? Je rappelle que dans la définition schumpeterienne de l'entrepreneur, c'est celui qui prend des risques. Or, nous avons inscrit, le président Chirac a inscrit dans la Constitution de la France le principe de précaution. Autrement dit, on envoie comme information aux jeunes ou aux Français qu'il n'est pas bon de prendre des risques. Donc, évidemment, on n'a plus d'entrepreneurs. Il faut quand même rappeler que le plus grand risque dans la vie, c'est de ne jamais prendre de risques. Donc, effectivement, ces gens-là sont en friche, le capital humain n'est pas utilisé, la finance est investie ailleurs, et nos idées sont exploitées par les autres. Alors, enfin, à partir de cette équation en statique, eh bien, il suffit pour obtenir une théorie de la croissance. La croissance, c'est quoi? Quand on vous dit cette année la croissance est de 1%, de 0%, ou dans les 30 glorieuses de 6% par an, c'est la croissance du PIB qu'on note. En fait, c'est une dérivée logarithmique, c'est donc la variation de Y sur Y. Eh bien, du coup, on a là les déterminants de la croissance. Le taux de croissance de l'activité économique dépend du taux de croissance du capital, c'est-à-dire de la capacité à accumuler du capital, donc de la performance du système financier et du système bancaire, de la croissance démographique, qu'on appelle petit n, donc, attention, de l'augmentation de la population active. Alors, si on a plus de gens, mais que ces gens sont à la charge des actifs, si c'est des non-travailleurs, si c'est des chômeurs assistés, si on diminue l'âge de la retraite et donc les personnes à charge, autrement dit les retraités et les enfants, deviennent la partie prépondérante de la population, effectivement, ça va peser là-dessus. Donc il faut plus de travailleurs qui sont eux-mêmes, grâce aux connaissances incorporées dans l'économie, plus efficaces grâce aux nouvelles connaissances. Donc il faut aussi une croissance du Polytechnique. Or, toutes les théories de la croissance qui ont donné lieu à des estimations économétriques montrent que le facteur prépondérant dans l'explication de la croissance, c'est le progrès technologique. Autrement dit, quand on estime la part de l'accumulation du capital, de la dynamique démographique, dans l'explication de la croissance, ça ne dépasse pas 40%. Autrement dit, 60% de notre croissance économique provient du progrès technique. Vous comprenez que si on décroche sur le plan de l'évolution de la technologie, eh bien, on ne peut pas avoir une croissance à 2%. Or, si on n'arrive pas à avoir une croissance à 2%, le chômage progresse. Et c'est exactement ce qui se passe en France depuis 30 ans. Du coup, ça oblige à se poser la question, pourquoi on décroche sur le plan du progrès technique? Pourquoi on n'arrive pas à incorporer nos idées dans l'économie? Encore faudrait-il évaluer le travail de chercheurs, recruter les chercheurs sur le mérite et pas sur d'autres critères, et avoir des chercheurs qui s'intéressent à l'applicabilité de leurs idées nouvelles, ou au moins qu'ils acceptent de travailler avec des ingénieurs, avec du capital risque, et de déposer des brevets, ce qui est totalement naturel dans des universités privées comme aux États-Unis, ou en Espagne, ou en Allemagne, puisque du coup, l'obligation de rentabiliser la recherche oblige à déposer des brevets et à trouver des applications à toutes les idées nouvelles. Et il y en a toujours. Sinon, eh bien,
Imaginez si à l'époque de la révolution industrielle, alors que le monde bascule à la vapeur, puis à l'électricité, au pétrole, imaginons que nous soyons restés à la chandelle. Hein. Donc voilà, c'est pareil. Nous avons loupé le virage de la numérisation. Tous nos enfants consomment des téléphones portables, mais c'est marqué Samsung. Mais c'est plus français. Donc après, vous voyez, de là, il ressort que à chaque fois qu'on entend l'ineptie qui consiste à dire que la consommation c'est le moteur de la croissance, on ne risque pas de retrouver la croissance en France. À aucun moment là, il n'y a la consommation. Si on veut de la croissance économique, voilà, si on veut que le PIB augmente, il faut du progrès technique, une population active dynamique et de la finance intégrée dans le système économique. Et chaque ingrédient de la formule chimique est important. Donc le système bancaire performant, les marchés financiers efficaces, une population active bien formée et des connaissances incorporées dans les entreprises. En général, l'innovation sert à améliorer la productivité, donc des nouveaux procédés ou à créer des nouveaux produits. Et enfin, n'oublions pas que ces ingrédients ne sont rien si on n'a pas l'agent ultime, l'entrepreneur, celui qui combine les facteurs de production. J'espère avoir été clair.